On a tous déjà vu ces images incroyables d'un premier étage de Falcon 9 revenant se poser sur Terre ou sur une barge après son vol. LZ-1, the Falcon is landed. Landing operators moving to procedure 11.100, section 3 on LZ-1 BNet and recovery net. Repeat, the Falcon has landed. Si vous vous intéressez un peu au spatial, ou pas du tout d'ailleurs, vous avez sûrement déjà entendu qu'il s'agit de la première fusée réutilisable. Mais êtes-vous vraiment sûr que c'est le cas ? C'est une question assez compliquée, vous allez voir, mais on va quand même essayer d'y répondre. On va premièrement commencer par voir ce qu'est une fusée réutilisable, et surtout, s'il y en a déjà eu avant la Falcon 9. Et vous allez voir, on va beaucoup jouer sur les mots employés. Déjà, quand on dit fusée réutilisable, on sous-entend lanceur réutilisable, ce qui est bien différent. En effet, de nombreuses navettes ou capsules qui font partie de la fusée sont entièrement réutilisables. Par exemple, la navette Buran chez les soviétiques, la navette Hermès chez les Européens qui n'a d'ailleurs jamais volé, ou encore le cargo Dragon de chez SpaceX. On va donc exclure tout cela, car ça ne correspond pas vraiment à la définition. Il s'agit ici de simples charges utiles, ils ne font pas vraiment partie du lanceur. Ce ne sont pas eux qui permettent l'envoi de satellites ou d'hommes depuis le sol. On va donc déjà ne pas tenir compte de cela. Vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas cité la navette américaine. Et c'est normal, et pour deux raisons qui posent un peu problème. Premièrement, la navette en elle-même utilisait ses moteurs principaux au décollage, ce que Buran ne faisait pas, d'où son exclusion. Et elle participe donc directement à l'envoi de charges utiles, ce qui rentrerait donc dans notre définition. Mais en fait, la navette est une charge utile en elle-même, elle ne rentre donc pas dans notre définition. Et le lanceur qui la propulse n'est pas réutilisable. On va donc exclure les navettes spatiales américaines. Par contre, j'ai dit une bêtise à l'instant. Êtes-vous vraiment sûr que le lanceur de la navette n'était pas réutilisable ? Car oui, j'ai dit qu'on allait exclure la navette en elle-même, mais pas son lanceur. Et ce pour une bonne raison. Car bien avant le premier vol d'une Falcon 9, voici ce que la NASA faisait avec les boosters de la navette. Et oui, elle les récupérait. D'ailleurs, certains étaient même réutilisés. Mais ce n'est pas aussi simple qu'avec une Falcon 9, il ne suffisait pas de passer un coup de peinture et de remplir de carburant et c'est parti. Comme vous le savez peut-être, les boosters de la navette carburent avec des ergols solides. Or, cela a un gros inconvénient quand on parle de réutilisation, car, après son vol, le réservoir interne est rempli de suie et d'autres résidus de combustion. Il fallait donc que la NASA nettoie toutes les pièces une par une, et cela prenait plusieurs mois. Et encore, j'ai pas tout dit. Car contrairement à la Falcon 9, les boosters ne se posaient pas sur une barge. Pourquoi ? Comme dit précédemment, il s'agissait de moteurs à ergols solides, et ce type de moteur ne peut être allumé qu'une seule fois, et ne s'éteindre qu'une fois tout le carburant épuisé. Il est donc impossible techniquement de les rallumer. Or, pour se poser en douceur sans parachute, c'est nécessaire, comme on le voit ici, lors des atterrissages des Falcon 9. Les ingénieurs ont donc pris l'autre option, celle des parachutes. Et qui dit parachute dit trajectoire très peu contrôlable et prévisible, et dit qu'on peut oublier l'idée d'une barge. Ils ne peuvent donc se poser que sur l'eau de mer. Or, comme vous le savez peut-être, l'eau de mer c'est extrêmement corrosif. Au final, il fallait donc que les ingénieurs nettoient toute la partie intérieure à cause des ergols solides, et changent aussi énormément de pièces sur la partie extérieure dont les moteurs, un vrai gouffre financier qui pesa très lourd sur le budget de la navette. Ce qui constitua d'ailleurs un argument de poids pour l'arrêt du programme en 2011.
Dans ce cas-là, on va encore un peu jouer sur les mots et on va donc plus parler de récupération que de réutilisation. Dans le même style, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a tenté par 3 fois de faire revenir sous parachute les EAP d'Ariane 5, mais ça, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo étant donné le nombre d'anecdotes qu'il y a à ce sujet. Je ne vais donc pas détailler ça ici, mais peu importe, ça reste également rangé, tout comme les boosters de la navette, dans la partie récupération, les boosters n'ayant jamais resservi de toute manière. Et on vient déjà de faire le tour de tous les systèmes qui, dans la pratique, auraient pu prétendre au titre de lanceur utilisable. Il reste néanmoins un dernier cas très spécial, mais je garde ça pour la fin. Jusqu'ici, on a donc vu qu'il n'y avait aucun lanceur réutilisable dans la pratique avant la Falcon 9. Et je dis bien dans la pratique, car sur le papier, il y en a eu plein. On va en détailler quelques-uns ici. Le projet le plus vieux de réutilisation que j'ai trouvé, c'est celui des Saturn 1, les petites sœurs des gigantesques fusées lunaires Saturn V. Lors des premiers essais de cette petite fusée, la NASA étudia le fait de pouvoir faire atterrir grâce à des parachutes le premier étage pour une potentielle réutilisation. Des tests furent d'ailleurs menés sur les moteurs que l'on plongeait dans l'eau pour tester leur résistance. Néanmoins, ce projet fut abandonné, en même temps que la Saturn 1, au profit de sa quasi-jumelle, la Saturn 1B, qui eut une carrière bien plus remplie. Pour l'instant, on n'a parlé que de lanceurs européens ou américains, donc histoire de varier un peu, on va partir du côté soviétique. Tout à l'heure, j'ai dit que Buran, la navette russe, n'était pas considérée comme un lanceur utilisable. Et là encore, j'ai joué sur les mots, car Buran désigne la navette et pas son lanceur, Energia, qui lui a bien failli être réutilisé. En effet, contrairement à la navette américaine, Energia était un lanceur totalement indépendant de Buran, et pouvait d'ailleurs voler sans elle, comme ce fut le cas pour son premier vol, où elle a emporté la station militaire Polius en orbite. Elle était composée d'un étage central, sur lequel on a flanqué 4 boosters, tous à ergol liquide. Il était alors prévu, une fois le programme Buran bien lancé, de commencer à récupérer les boosters d'Energia, en les faisant freiner grâce à ses moteurs, puis en déployant des parachutes. Ils se seraient alors posés sur la Terre à l'horizontale, au contraire des premiers étages de la Falcon 9. À ce moment, il aurait donc été possible de juste changer les parachutes, re-remplir de carburant et de les réutiliser. À ce moment-là, oui, on aurait eu un lanceur réutilisable, du moins ses boosters. Néanmoins, comme vous le savez peut-être, en raison de la situation financière catastrophique de l'URSS, le programme Energia fut stoppé au bout de 2 vols, et celui des navettes russes au bout d'un seul. On a donc bien là la preuve que si la Falcon 9 est certes le premier lanceur réutilisable à être mis en pratique, ce n'est pas du tout le premier projet, loin de là. On peut donc en conclure que la Falcon 9 est bien le premier lance... Attendez... C'est quoi ça? Ah oui, vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il restait un cas assez compliqué à traiter? Eh ben le voilà. La scène que vous voyez là s'est déroulée 1 mois seulement avant le premier atterrissage d'une Falcon 9. Il s'agit du New Shepard, de la compagnie privée Blue Origin, fondée par le patron d'Amazon, Jeff Bezos. D'ailleurs, ce premier étage fut non seulement récupéré, mais aussi réutilisé sur les vols suivants. On aurait tous les éléments pour dire que c'est donc la New Shepard, le premier lanceur réutilisable. Mais vous vous en doutez bien, c'est pas si simple. En effet, il existe une différence fondamentale entre la New Shepard et la Falcon 9. Comme vous le savez sûrement, la Falcon 9 est un lanceur orbital. Il est capable de lancer toutes sortes de satellites et sondes en orbite, alors que la New Shepard est un lanceur suborbital. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il emporte dans l'espace, il ne pourra pas le mettre en orbite. Et ça finira donc par revenir sur Terre au bout de quelques heures au maximum. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font. Le but de la New Shepard est de pouvoir à terme emmener des touristes pour quelques minutes dans l'espace à bord de leur capsule. Le premier vol habité devrait d'ailleurs avoir lieu cette année. Une autre différence oppose ces 2 fusées. C'est la manière dont ils se posent au sol, qui, contrairement aux apparences, est complètement différente. Mais ça, je le garde pour un autre épisode. Donc au final, laquelle des 2 est le premier lanceur réutilisable ? Eh ben, comme j'ai dit au début de la vidéo, les avis divergent. Et il n'y a pas vraiment de réponse précise à cette question. Il semble néanmoins que ce soit la Falcon 9 que l'histoire retiendra.
vu que c'est sur son modèle qu'absolument toutes les agences spatiales se basent pour concevoir leurs propres lanceurs réutilisables, que ce soit la NASA américaine, Roscosmos chez les Russes, la CNSA en Chine, l'ISRO en Inde ou l'ESA en Europe. Cet épisode sort un peu de ce que je fais habituellement, mais j'avais envie d'essayer d'autres formats. À vous de dire ce que vous en pensez. Sur ce, abonnez-vous si vous le voulez, et moi je vous dis à la prochaine!